Cette carte a été réalisée par le réseau Migre Europe et chaque rond bleu représente les morts par noyade entre 1993 et 2009 et les plus gros ronds correspondent à environ 1000 morts. Comme vous le lisez dans la presse ou vous l'écoutez, chaque jour cette liste. Le 3 octobre dernier, suite au drame de Lampedusa où 366 personnes ont perdu la vie, la commissaire européenne avait lancé un message. Une série de mesures ont été prises par l'Italie et la Commission européenne a mis en place une task force Méditerranée. Mais la semaine dernière, à nouveau, 700 disparus en Méditerranée. Un naufrage au sud de Malte, un naufrage au large de la Libye. Entre ces deux drames, ce qu'on ne sait moins, c'est que chaque jour, des personnes décèdent, que ce soit à la frontière gréco-turque, que ce soit au large de l'Égypte, que ce soit entre la Libye et l'Italie, ou encore entre l'Espagne et le Maroc. Des dizaines de réfugiés, de sans-papiers, de clandestins, entre guillemets, perdent la vie dans les eaux méditerranéennes. Cette liste est incomplète, mais je voulais quand même vous la montrer. Et on compte, le HCR compte aujourd'hui 3000 morts depuis le début de l'année 2014. Alors la solution, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui s'échouent sur nos côtes ? Eh bien parce que la dangerosité des routes migratoires s'accroît. D'abord, les frontières sont fermées, donc les personnes empruntent des routes clandestines. Et cette dangerosité des routes migratoires s'accroît et est créée et renforcée par les contrôles migratoires. En effet, plus il y a de contrôles, plus les voies de passage sont difficiles à trouver et la surveillance difficile à déjouer. Et les migrants prennent de plus en plus de risques parce qu'ils n'en ont absolument pas le choix. Cependant, les États européens, la Commission européenne restent et n'a qu'une seule solution à proposer, le renforcement des contrôles aux frontières et le renforcement en particulier de l'agence Frontex, l'agence européenne pour la surveillance des frontières. La France, l'Italie, les États du Nord demandent tous les renforcements de cette agence. Même le directeur exécutif de Frontex reconnaît que le renforcement des moyens de son agence ne permettra absolument pas d'empêcher les morts en mer. Il dit même qu'il n'en a ni le mandat, ni les ressources, ni la commande politique. Alors une autre question est de savoir s'il y a un afflux vers l'Europe, puisqu'on nous donne quand même une impression d'invasion. Ces chiffres que vous voyez là sont les chiffres eux-mêmes de cette fameuse agence Frontex. Et ils montrent qu'il y a, en fait, en termes de franchissement irrégulier des frontières européennes, une très faible variation depuis 2009. On est aux alentours de 100 000 personnes. Alors certes, pour 2014, nous n'avons pas encore les chiffres, mais ils ne devraient pas être beaucoup plus élevés, puisque il y a eu donc une arrivée d'environ 100 à 120 000 personnes en Italie, et que les chiffres au niveau de la frontière gréco-turque sont très bas. Si l'on compare ces chiffres avec la réalité des mouvements de population dans le monde à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'ils sont très relatifs. En effet, l'Union européenne entière n'accueille que 4% des 3 millions de réfugiés syriens dans les États voisins. Et 120 000 personnes, donc 120 000 personnes, c'est la totalité des franchissements irréguliers vers l'Europe. Ça correspond à un tout petit peu plus de ce que la Turquie a reçu comme Kurdes irakiens en une seule journée cette semaine. Tout ça, ça nous mène à croire que nous ignorons que les conflits en Irak, à Gaza, en Libye, en Syrie, en Ukraine, les guerres larvées en Afghanistan, en Érythrée, en Somalie, en Afrique subsaharienne et les conditions de vie dans de nombreux pays poussent les gens sur les routes par milliers. Et aussi à ignorer que l'Europe a pourtant des obligations en termes de protection, puisqu'elle n'en reçoit qu'un infime pourcentage. Alors si cette agence Frontex n'a pas de rôle de sauvetage,
Cette agence qui est le seul recours de l'Union européenne pour essayer d'endiguer les drames qui se jouent à nos frontières, alors qu'est-ce qu'elle fait, Frontex? Eh bien, elle a un rôle essentiel qui est de contrôler les frontières européennes pour que les migrants n'atteignent pas nos côtes. Pour cela, elle organise des opérations maritimes, terrestres ou aéroportuaires de surveillance et d'interception. Elle met en place tout un réseau d'information avec les polices aux frontières des États membres et des États tiers pour configurer les routes migratoires et déployer des opérations aux endroits les plus chauds, notamment là où la demande de protection est la plus importante, par exemple à la frontière turco-bulgare. Elle coordonne des vols d'expulsion collectifs entre les États membres. Son rôle de garde-frontière de l'Europe est aussi croisé avec un rôle de renseignement, et donc pour essayer de savoir quelles sont les routes migratoires, se mettre en connexion pour cela et définir, dans l'objectif de définir les risques migratoires. Elle a aussi un rôle important de mise en relation de l'industrie de la surveillance avec les États membres, puisque cette industrie est devenue un marché juteux. Quels sont ses moyens? Eh bien, son budget augmente. L'Union européenne investit beaucoup dans le domaine de la surveillance. En 2014, 85 millions d'euros, complétés par 20 millions d'euros qui viennent d'être votés en septembre. Et ces montants sont aussi à compléter, bien entendu, par d'autres montants, ceux des fonds pour la gestion des frontières et aussi d'autres fonds pour la sécurité en Europe. Elle dispose aussi d'un certain nombre de du matériel de surveillance mis à disposition par les États membres pour quadriller la mer en particulier. Donc vous voyez ici une liste de tout le matériel, donc c'est une liste récente de tout le matériel qui est mis à disposition, et on voit bien que c'est du matériel de détection. Depuis 2011, l'agence peut également acquérir son propre matériel. On est donc, comme vous le voyez, dans un dispositif quasi militaire. Alors, depuis 10 ans, le réseau Migre-Europe, qui est un réseau euro-africain qui rassemble des associations, des militants et des chercheurs, ce réseau observe et analyse ce qui se passe aux frontières de l'Europe, dans les États tiers et sur le front de la détention des migrants. Ce réseau, depuis 2004, c'est-à-dire date de la création de Frontex, s'y est intéressé pour en éclairer les dysfonctionnements et les violations des droits des migrants par l'agence. Elle a documenté les violations du droit d'asile par Frontex, les refoulements déguisés, ainsi que les incitations par Frontex, incidemment, à violer le droit à quitter son pays. Le réseau a aussi mis en lumière la dilution des responsabilités aux frontières. En effet, qui est responsable des migrants interceptés, de leur demande d'asile et d'éventuelles violations de leurs droits? Les États membres, ceux-ci se cachent derrière Frontex, qui se dit elle-même incapable de violer les droits fondamentaux intrinsèquement et que tout relève des États membres. On est donc dans un jeu de ping-pong permanent. En 2011, le mandat de Frontex a été réformé pour y introduire une stratégie de droits fondamentaux. Le réseau, à ce moment-là, a décidé de lancer une campagne demandant la fin de l'agence, inquiet que ce changement n'entraîne aucune véritable amélioration. Le CIRE dans tout ça? Eh bien, le CIRE est membre de Migre-Europe depuis 2007. Il ne s'était jamais encore engagé dans une telle bataille sur le front des questions européennes. Mais, en devenant membre du réseau Migre-Europe, c'est une décision qui a été prise de dénoncer les conséquences de ces politiques. Ce choix est un choix politique fort pour le CIRE, car il permet à l'association, à travers Migre-Europe, de se positionner pour la déconstruction des politiques répressives et la mise en lumière de ce déni européen. C'est pas chose facile, mais pourtant, il est clair que l'actualité le rappelle chaque jour. Entre les conflits à nos portes, les morts en mer et la fermeture des places d'accueil, il y a un lien. Que la problématique de l'accès au territoire concerne tous les États membres, y compris la Belgique. Et la politique de fermeture doit absolument être dite dans tout son cynisme. Ce choix contraste avec les actions de lobbying au niveau belge, où les relations avec le politique sont beaucoup plus directes et négociées.
Le CIRE est devenu co-coordinateur de la campagne Frontexit avec Migros-Europe et a réalisé toute la communication de la campagne, le site, le teaser, ainsi que le matériel de sensibilisation que vous trouverez là-haut. La campagne a donc été lancée en mars 2013 à Bruxelles et à Tunis, en ciblant Frontex à la fois comme un symbole d'une Europe répressive et en même temps comme un bras opérationnel de cette politique inhumaine. Frontexit, la campagne, elle vise d'abord à expliquer en quoi la politique de l'Union, centrée sur la gestion des flux migratoires et les contrôles aux frontières, à travers Frontex, est attentatoire aux droits fondamentaux des migrants et aux principes de contrôle démocratique, à travers la mise à jour de la disproportion des moyens employés, mais également le défaut de transparence. La campagne, elle vise à décortiquer le fonctionnement de l'agence et à démontrer son incompatibilité avec le respect des droits. Et la campagne demande la fermeture de l'agence Frontex. Et à travers cela, un véritable changement de vision et de paradigme. Alors, comment a fonctionné la campagne jusqu'à maintenant? Donc, il y a 4 volets essentiels dans cette campagne. D'abord, la collecte d'informations. Alors, comment ça s'est passé? Il y a eu un échange assez intense d'informations avec l'agence Frontex. Et là, nous avons collecté toute une série d'infos qui vient démontrer, en fait, que le mandat de l'agence viole les droits. Par exemple, Frontex, en elle-même, est témoin de toute une série de refoulements à la frontière, de violences qui se montent à des traitements inhumains et dégradants sur les migrants, perpétrés par des gardes-côtes, éventuellement par les gardes-côtes notamment grecs. Mais tout ça se déroule sous ses yeux, est répertorié, enregistré, mais à aucun moment, Frontex, l'Union européenne, ne décide d'agir, d'arrêter les opérations et de prendre les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que ces violations ne cessent. Nous avons aussi enquêté sur Frontex à la frontière gréco-turque et avons compris que les entretiens menés par Frontex avec les migrants, c'est une des fonctions de l'agence, eh bien ces entretiens ne répondent à aucune norme et ne garantissent pas le droit d'asile. Vous trouverez ça dans le bilan des 1 an de campagne et dans le rapport disponible sur le site de la campagne Frontexit et également là-haut. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à la dimension extérieure, c'est-à-dire les relations entre l'agence Frontex et les pays tiers. Pourquoi? Parce que, nous le savons, désormais ce n'est plus en Europe ni en mer que se joue le jeu des frontières, mais bien en amont, dans l'ingérence par l'Europe auprès de ses partenaires, ou pseudo-partenaires, pour les inciter à gérer les migrants. Là aussi, l'agence est un élément neutre, utilisé par les États membres pour négocier avec des États souvent meurtriers. Un deuxième volet, la sensibilisation. Nous avons organisé, donc avec tous les partenaires de la campagne, de nombreuses formations et interventions dans des colloques, mais également auprès des militants en Belgique, en Italie, en Espagne, en France, et également auprès des avocats. Il y a tout un volet aussi de plaidoyer européen qui est en place. Nous avons tenté de sensibiliser les parlementaires européens, mais nous nous sommes rendus compte que ceux-ci se heurtaient aussi à l'opacité de l'agence. Nos investigations n'ont fait que renforcer le sentiment que le fonctionnement de l'agence est très opaque. Personne, ni même eux, n'ont accès par exemple au plan opérationnel. Ce sont la seule base juridique sur laquelle reposent toutes les opérations de Frontex. Aucune information, malgré des demandes répétées en séance et par écrit, ne filtre sur la façon dont l'agence discute avec les États tiers. Et enfin, un dernier volet, puisque voilà, pour être complet, il faut aussi agir du côté du droit. Frontex est extrêmement difficile à attaquer en justice. Nous avons fait appel à de nombreux juristes spécialisés du droit européen et à ce jour, aucun contentieux contre l'agence n'a pu être monté, ni devant la Cour européenne des droits de l'homme, ni devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est quasiment impossible, car il est extrêmement difficile d'identifier des victimes qui ne savent pas à qui elles ont affaire, en fait, lorsqu'elles passent entre les mains de l'agence. Et également parce que c'est difficile d'agir en tant qu'ASBL devant la Cour de justice. En fait,
l'agence se cache derrière les États membres pour justifier son refus de mettre en place un mécanisme de plainte interne, pourtant réclamé par le Conseil de l'Europe ou l'Ombudsman européen. Donc pour résumer, cette campagne permet de lutter contre la désinformation, l'hypocrisie, elle permet de déconstruire les politiques européennes et elle est un élément nécessaire pour la construction d'une vision alternative. Alors je voudrais terminer, c'est une petite phrase d'Albert Schweitzer, mais surtout en vous montrant le teaser de la campagne qui a été réalisé par l'équipe Com du Ciré dans une carrière à Lessines, un jour de grand froid de l'hiver 2012, et vous verrez, c'est le premier outil de sensibilisation autour de la guerre aux migrants de la campagne Frontexit. Alors, ce chantier, il comporte deux dimensions. Et ces deux dimensions vont vous être représentées par deux de nos membres, parce qu'ils y sont fortement impliqués dans ce chantier. Donc la dimension construire des solutions concrètes à partir des besoins de terrain va vous être représentée par Pierre Verberen, directeur de Médecins du Monde. Et la dimension ne pas tomber dans le piège de l'ethnicisation de la pauvreté va vous être présentée par Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez prendre place. Ah, voilà, vous en avez ici. Bonjour. Donc tout simplement partir d'une série de faits. En fait, on est en 2009, durant le début de la crise de l'accueil. On en a parlé tout à l'heure dans le film, et déjà dans l'initiative d'une série d'organisations avec le CIRE, donc le Caritas, Médecins du Monde et d'autres, soutenus par MSF au niveau logistique. On se retrouve dans ce camp au boulevard le boulevard Albert II, pardon. Donc on se retrouve là avec déjà des familles qui sont en errance sur Bruxelles et qui se retrouvent dans ce centre. Je pense que c'est important de dire qu'en fait l'émergence de ce type de public, on en a pris fortement conscience à ce moment-là. Et puis alors ça va être un égrenage de situations très compliquées, chaque fois compliquées. Donc on va se retrouver à la gare du Nord avec 4 familles slovaques déboutées à l'issue d'une procédure d'asile qui sont comment dire, de 1h à 4h du matin chassées de la gare du Nord. On se retrouve à Saint-Nicolas en décembre 2009, on se retrouve de nouveau à la gare du Nord en avril 2010. On va se retrouver, il y a un très beau document qui a été fait avec toute l'histoire de cela, dans différents hôtels, dans différents squats, dans des paroisses, de nouveau à la gare du Nord, au parc Maximilien, et puis progressivement aussi à l'ULB. Donc au Polygone, pour tous ceux qui ont participé à ça. Donc c'est toute une série de lieux dans lesquels des familles vont trouver un refuge, vont devoir se réfugier, vont devoir survivre, notamment le parc Maximilien. Souvenez-vous de la place Gaucheret également. Donc d'une série de situations où on va se retrouver face à un mécanisme d'exclusion de ces familles par
des autorités qui estiment que ces familles ne relèvent pas de leurs compétences. On va se retrouver dans un jeu de ping-pong progressivement impossible à gérer, avec une série d'acteurs institutionnels qui estiment qu'à un moment, leur mandat est au bout, soit parce que ce sont des Européens et donc que ces personnes-là ne rentrent pas dans le champ de l'asile, soit ou ce sont des personnes qui sont en séjour illégal et donc qui n'ont pas droit à autre chose que l'aide médicale urgente, ou dans le cadre de la crise de l'accueil, donc n'ont pas de place pour elles. Il y a comme ça une addition de motifs qui amènent à ce que les autorités, à un moment ou l'autre, disent « moi je ne sais pas prendre ces personnes en charge, ce n'est pas mon champ de compétences », et qui vont, d'une manière ou d'une autre, participer à des mécanismes d'exclusion, parfois même de façon extrêmement lourde. Je me souviens d'une série d'expulsions qui étaient plutôt de nature policière. Et donc, ces familles sont fortement visibles dans l'espace public. Quand je parle de la place Gaucheret, quand je parle de l'ULB, mais aussi de la porte d'Anderlecht, souvenez-vous, donc il y a eu une visibilité de ces familles dans l'espace public, du fait de leur situation de grande précarité, de l'impossibilité de stabiliser leur situation dans leur pays d'origine. Donc elles sont là, dans une sorte d'entre-deux circulatoire complexe, hein. Elles sont dans une situation d'errance contrainte, ni accueillies en Belgique, ni en capacité de s'installer. Je me souviens de ce bouleversant film de Bernard De Vos, de l'équipe de Bernard De Vos, délégué aux droits de l'enfant, qui avait été retrouvé les conditions de vie de cette famille slovaque, qui avait été dans plusieurs occupations, plusieurs lieux extrêmement précaires, et qui avait été finalement soit d'exclusion en exclusion, mais d'exclusion soft en fait, de gens d'un centre d'accueil qui dit c'est plus ma capacité, à une institution qui dit que ce n'est pas elle non plus, et puis au bout du compte cette famille se retrouve dans son pays d'origine et perd un enfant qui était déjà gravement malade ici en Belgique. Et donc c'est cette errance comme ça, cette proximité entre le pays d'origine et la Belgique, et en même temps cette impossibilité de s'installer quelque part, fait partie de cette entre-deux circulatoire complexe. Donc, est-ce qu'elles doivent être traitées comme appartenant à une ethnie particulière? Est-ce qu'elles doivent faire l'objet d'un traitement à part? Quels sont leurs besoins propres? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des politiques à leur égard? Qu'est-ce que c'est que de travailler dans cette situation d'illégalité? Donc, elles ne sont pas vraiment, elles ne sont pas en séjour légal, ou elles ne dépendent pas vraiment d'une institution qui est clairement identifiée à leur égard. Donc, on se retrouve alors en tant qu'acteur avec une série de contraintes, et souvent face à des institutions qui jouent de la coexistence de plusieurs statuts dans les occupations pour dire mais comment ces personnes ne me concernent pas, alors que parmi ces personnes il y en a qui concernent clairement leur champ de compétences. Alors donc ça c'est le tableau. Alors progressivement un collectif d'associations s'est réuni sous l'impulsion du CIRE, a commencé avec Roman Rome, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, etc., à essayer de voir évidemment avec l'œil attentif du délégué aux droits de l'enfant, avec la collaboration du réseau belge de lutte contre la pauvreté, de l'UNICEF, etc. Il a commencé à réfléchir à ces questions, et puis on a organisé ensemble une conférence fin octobre, d'ailleurs avec la commune de Saint-Josse, qui était en prise avec un important squat, le squat du Jésus, un colloque qui était l'aboutissement de tout ce travail, et tout ce travail qui en fait pouvait se résumer dans un manifeste visant 3 grands principes de base. La stabilisation des familles, et je pense que c'est extrêmement important qu'on s'arrête un peu là-dessus. Si on regarde aujourd'hui les réponses qui sont données à ces familles, eh bien on voit des communiqués de presse ou des sorties institutionnelles disant nous avons trouvé une solution, ces personnes vont être logées pendant 3 mois au SAMU social. Bien.
on est vraiment sur une solution de stabilisation de ces familles. On voit qu'aujourd'hui encore, ces familles ne sont pas du tout stabilisées, et que malgré un travail de qualité de toute une série d'acteurs, et par exemple dans la prise en charge du SAMU, mais ce n'est pas une stabilisation. Deuxième élément, c'est un suivi social rapproché, c'est-à-dire viser l'accès aux droits sociaux. C'est faire en sorte que le droit à l'éducation des enfants, le droit au logement, par exemple, soit réellement pris en considération. Et avec un objectif, in fine, troisième grande revendication, d'inclusion dans le droit commun. Donc l'objectif est évidemment de faire en sorte que ces personnes recouvrent leurs droits et qu'elles puissent participer à la vie collective. On voit des communes qui vont s'inspirer de ce manifeste pour mettre en place des initiatives. Je pense notamment à Saint-Josse, dans des conditions très conflictuelles, certes, mais aussi XL, bien sûr, avec une commune qui a toujours, d'une certaine manière, été à l'écoute de ces situations avec une gestion de la complexité telle que France a pu en parler tout à l'heure, elle aussi. Et puis, la création progressive d'une task force au sein de la région bruxelloise, task force qui a pour objectif, justement, de piloter cette stabilisation des familles et de piloter ce suivi social rapproché et l'inclusion dans le droit commun. On se rend compte que, en fait, cette task force qui, quelque part, est en train de naître, est très loin d'atteindre ses objectifs, mais parce qu'on n'a pas encore réellement mis en place ce qu'il fallait y mettre pour l'instant. Donc en gros, on n'est pas avec les acteurs qui doivent s'y retrouver, c'est-à-dire les communes, les acteurs du logement, le monde associatif, etc. Donc voilà un peu les initiatives qui sont prises par un collectif d'associations menées par le CIRE et d'autres. Et ces actions restent questionnables. Elles sont questionnables parce que finalement, les villes nous disent mais vous êtes en train de privilégier un certain public, un certain type d'exclusion en mettant en place des dispositifs ad hoc pour ces publics-là, alors que nous avons nous aussi des besoins en logement pour une population qui se paupérise, des logements de transit, des logements d'urgence, et donc à quel titre on ferait une discrimination positive à cet égard-là? Philippe en parlera tout à l'heure. On est même à l'intérieur du CIRE face à des organisations qui disent est-ce qu'on doit favoriser une approche catégorielle de ce public? Est-ce que c'est un public qui doit amener à des positions singulières? Et donc, ce qui est important, c'est simplement dire qu'il y a une extrême vulnérabilité. Non seulement parce que ce sont des citoyens européens précaires, ok, on peut se dire, tiens, c'est des Européens et extrêmement précaires, donc a priori, c'est du proche, il faut en parler, mais aussi parce qu'elles sont extrêmement visibles et qu'elles sont facilement stigmatisables. Donc cette question de la stigmatisation possible dans l'espace politico-médiatique est extrêmement importante. Donc j'insiste là-dessus, c'est que sans... je crois que vous avez compris. Et donc, on avance. Tout ça pour dire que, avant de parler de quelle réponse politique donner, comment aborder cette question-là, moi je voudrais simplement mettre en évidence ce qu'il y a moyen de faire, ce qui s'est passé dans cette prise en charge d'une situation de l'égalité. C'est une coexistence de trois types d'acteurs, et vous le voyez sur la slide ici. C'est que cette solidarité n'est possible que s'il y a une solidarité chaude et les mouvements citoyens ont vraiment joué leur rôle. Je pense que nous n'aurions pas pu en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, etc. être aussi proches de ces populations sans avoir des gens qui leur servaient le repas, qui apportaient des couvertures, qui se mobilisaient, qui cherchaient des squats, qui ouvraient, qui forçaient des lieux d'intervention. Et je pense que il faut pouvoir reconnaître une place à ce type d'acteurs et à ce type de combat. Il y a à côté de ça toute une série d'associations qui se sont mobilisées dans cette plateforme ou en dehors, chacune avec leurs compétences. La santé pour Médecins du Monde, mais le logement, la Fébule, le CIRE sur la thématique migration, la Ligue des droits de l'homme, etc. Donc on a retrouvé autour de cette prise en charge des compétences extrêmement diverses et évidemment un rôle extrêmement important des institutions, qu'elles soient communales ou régionales, mais aussi le délégué aux droits de l'enfant qui a été vraiment un fil rouge
je dirais, je voudrais lui rendre hommage ici, qui était un fil rouge dans tout ce combat, c'est-à-dire qu'à tout moment, il a remis la question sur le plan de la dignité des enfants, et je pense que ça a donné une légitimité extrêmement forte à ce travail, puisqu'on est exactement sur la question de la légalité, Donc, cette coexistence de plusieurs acteurs a rendu possible ce travail-là, mais aujourd'hui, on reste face à des questions, et je laisse Philippe donner les réponses, puisque c'est son rôle. C'est toujours la même chose avec lui. Hein, c'est vrai. Et donc, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pu avoir une étude qui a été menée en parallèle avec l'action. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici, ou quel est le sujet de cette étude? Il y a un truc il y a plusieurs choses qui m'ont frappé ces derniers temps, et qui illustrent un peu ce dilemme. On verra un peu si c'est un dilemme ou une dialectique. C'est quand on entend des feuilletons américains, par exemple, vous entendez parler de c'était quelqu'un de type caucasien, hein, ou quelqu'un de type hispanique, ou afro, je ne sais plus quoi. Alors on se dit, ben oui, c'est une manière de désigner les gens. C'est un peu bizarre qu'aux États-Unis on puisse faire ça. On peut utiliser des systèmes comme ceux-là. On peut dire, on classifie les gens selon leur origine, selon leur couleur de peau, en fait. Et c'est évidemment très embarrassant pour nous qui nous disons, mais tout le monde est égal, il n'y a pas de raison que l'on fasse des catégories comme celle-là. Et puis, je m'en suis rendu compte lorsqu'on a fait une étude sur la question de la mortalité maternelle, lorsqu'on se rend compte que les femmes hispaniques ont 4 fois plus de danger, pas de chance, mais de danger de mourir en donnant naissance qu'une femme caucasienne aux États-Unis. On se rend compte que là, ça devient un outil de campagne et de dénonciation. Et c'est évidemment délicat parce que lorsque on utilise des critères ethniques, appelons ça comme ça, pour résumer rapidement, ça permet de nommer, et ce qui est nommé existe. Et en même temps, ça sert d'outil de discrimination dans un grand nombre de cas. Donc c'est ça une des grandes difficultés auxquelles on est heurté aujourd'hui. Ce qui m'arrive souvent de faire des débats, de rencontrer du public ou de participer à des forums, et malheureusement aujourd'hui, la vision qu'ont beaucoup de gens de l'immigration en général, du droit d'asile et de tous ces gens qui essaient de venir ici, soit ce sont des Roms, soit ce sont des islamistes. C'est comme ça que l'on résume aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les migrants. Et donc ça veut dire qu'il est important de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a, comme l'on dit sur le slide, est-ce qu'il y a une question Rome en Belgique? Est-ce que vraiment, il y a des hordes de gens qui débarquent? Et qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Alors la question qui peut venir après, c'est de dire, ok, peut-être que c'est pas bien les nommer comme ça, peut-être que c'est pas ça qu'il faut voir, il y a d'autres choses à derrière, c'est ce qu'on va essayer d'examiner, tout en se disant, jusqu'où est-ce qu'on peut utiliser cette catégorisation en quelque sorte, ou en tout cas relever leurs caractéristiques pour mieux travailler avec eux. Et c'est là tout le débat, tout le dilemme auquel on est confronté. Dilemme si on est pessimiste, dialectique si on est optimiste, enfin ça dépend de son école de pensée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Rome? Évidemment, c'est une mosaïque de peuples, et moi ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est par exemple ces gens du voyage dans ma commune Otigny qui en ont marre qu'on les appelle Roms. Non, on n'est pas des Roms, justement. S'il vous plaît, arrêtez de nous appeler des Roms, parce que si on nous traite de Roms, ça veut dire qu'on vole des poules et qu'on fait des cambriolages dans les maisons du coin dès qu'on arrive. Donc, il n'y a pas d'accord entre les gens eux-mêmes, entre les populations elles-mêmes pour se désigner souvent, sauf parce qu'elles viennent de la même région, parce qu'elles viennent du même quartier souvent, et qu'elles ont vécu les mêmes expériences, alors elles peuvent se nommer. Mais l'image qu'on en a ici, l'image qu'on en a, ce sont ces femmes avec leurs enfants bourrés de Fénergan qui font la manche rue Neuve. Ça, c'est l'image que nous en avons. Elle est extrêmement différente de leur côté lorsqu'ils se revendiquent du terme de Rome, et de toute façon, ça correspond pas encore à la réalité. Alors, malheureusement, ça a été utilisé, c'est utilisé encore. Donc, la recommandation du rapport, ça vaut vraiment la peine de le lire, je le souligne d'ailleurs, c'est de dire, parlons de population dite Rome, ce qui permet de contourner un peu le dilemme, mais de continuer quand même à travailler. Alors, sur la quantification, parce que c'est aussi une des questions, est-ce que nous sommes envahis par des Roms ici à Bruxelles et dans les différentes régions du pays? Alors, il n'y a pas
On n'a pas de statistiques ethniques, justement. Il n'y a pas des gens qui viennent en se disant Rome. Et ça m'a frappé aussi, petit exemple, c'est lorsque un président français a dit « Nous allons expulser les Roms », mais ce sont des citoyens européens. Qu'est-ce que ça veut dire d'expulser les citoyens européens d'un pays et sur quelle base légale? Eh bien, non, il n'y a pas d'indicateur pour ça. Ils viennent de pays. Ce sont des gens qui arrivent ici. D'abord, il y en a un paquet qui vivent ici depuis longtemps, et puis d'autres qui arrivent, qui sont en migration, et qui viennent de pays européens, et qui sont des Roumains, des Bulgares, des Slovaques. Ils ne sont pas des Roms. Et donc, évidemment, il faut faire très attention à la méthodologie qu'on va utiliser lorsqu'on va essayer de vérifier combien de personnes sont concernées, parce que, évidemment, on l'a vu aussi à travers tout ce que Pierre vient de vous raconter, ce sont des familles en difficulté avant tout. Et ce sont des familles qui ont des besoins sociaux, avant d'être des Roms ou autre chose. Donc, même si à première vue, la question Rome est liée à une question d'ethnicité, elle n'est pas utile dans un grand nombre de situations. Et donc, au contraire, on risque de construire, on a construit, je pense, un problème Rome, alors qu'au départ, il s'agit de gens qui vivent des difficultés, comme beaucoup d'autres personnes. Donc, est-ce qu'on assiste à une ethnicisation de problèmes sociaux, histoire de détourner le regard de problèmes qui finalement touchent des catégories beaucoup plus importantes de la population aujourd'hui en Belgique et en Europe en général, et donc est-ce que vraiment c'est utile? C'est ça la question qui se pose. Donc les politiques publiques doivent surtout essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour inclure ces populations, bien entendu, dans le droit commun, sans devoir faire d'élaborer des programmes tout à fait spécifiques, et éviter donc les discriminations et la montée en puissance de cette romaphobie qui explique ces phénomènes. En réalité, il y a une situation économique qui les sous-tend et qui fait qu'ils se retrouvent dans ces situations-là. Donc, il y a une stratégie belge pour l'inclusion des Roms, j'ai découvert ça, il y a un document qui s'appelle « Stratégie belge pour l'inclusion des Roms ». C'est un drôle de titre déjà, mais enfin bon, passons. Avec une série de mesures, mais qui ne correspondent pas aux besoins des gens d'abord, et ensuite qui sont extrêmement variées. C'est un catalogue de mesures plus que réellement une vraie stratégie générale, et qui va varier énormément d'ailleurs d'une région à l'autre. On va avoir, suivant qu'on se trouve à Gand, à Liège ou à Namur ou à Bruxelles, on va être confronté à des stratégies, à des idées différentes. Il est évident que du côté flamand, par exemple, on utilise le terme de Roma de façon beaucoup plus intensive, avec une spécificité des politiques d'accueil et des politiques d'inclusion, pardon, qu'on ne trouvera pas du côté wallon, où peut-être on a plus intégré l'idée qu'il s'agit de problématiques sociales qui concernent ces gens-là comme d'autres, et que donc il faut les inclure comme les autres dans le travail d'intégration. Alors il faut revoir ce texte évidemment, chaque fois en tenant compte, c'est la suggestion des rapports et je crois que c'est correct, en tenant compte de la diversité des publics et de leurs besoins. Et donc c'est de nouveau, on revient à ce dilemme, jusqu'où est-ce qu'on doit tenir compte du fait que ces personnes ont des caractéristiques peut-être, ils viennent de pays particuliers, etc., ils ont des manières de vivre parfois particulières, pour mieux les aider, tout en n'ethnisant pas, oui, enfin vous avez compris, la pauvreté, et en faisant en sorte que toutes les catégories soient aidées comme il le faut. Alors, est-ce qu'il faut une approche matricielle avec des paquets d'entrées différentes suivant en essayant d'affiner le plus possible les catégories des gens qu'on aide, ou est-ce qu'on doit essayer d'en revenir à une politique sociale qui aide véritablement tout le monde? Voilà. Merci, messieurs. Alors, vous l'aurez peut-être, donc vous ne pouvez avoir qu'un avant-goût de tous ces chantiers en aussi peu de temps, il n'y a rien à faire. Vous aurez constaté que dans la farde, vous avez une synthèse de cette recherche qui a été menée par Magali Rutiens, qui est dans la salle. Magali, montre-toi, voilà. Donc si jamais vous voulez lui parler, n'hésitez pas, et vous trouverez l'entièreté de la recherche. Donc sur qu'est-ce qui se passe au niveau belge et est-ce qu'il y a une question Rome ou pas à Bruxelles et dans les différentes régions, vous la trouverez sur une table de présentation à la mezzanine. Voilà, alors toute autre chose maintenant, troisième chantier, on va vous parler de la tentative de construire une troisième voie
pour sortir des familles étrangères nombreuses et à faible revenu de la difficulté de se loger dignement au regard des prix locatifs qui flambent et de la discrimination ambiante. Et ce chantier va vous être présenté par Carole Grandjean. Bonjour. Alors moi je vais vraiment vous parler de quelque chose de complètement différent. Vous allez essayer de deviner ce que c'est. Ça marche pas. Voilà, le Community Land Trust. Un projet porté par le CIRE et par bien d'autres aussi, comme Fred vous l'a expliqué. Et on va commencer par un petit dessin animé qui a été réalisé par le Xara, qui vous en explique les grands principes. Comme ça, après, je peux plonger dans ce qui pousse le CIRE à investir ce projet. Début 2003, c'est le début des projets collectifs et solidaires d'aide à l'acquisition. Attends, je recommence. Le service logement du CIRE est né en 95, mais c'est en 2003 qu'apparaissent les projets collectifs et solidaires d'aide à l'acquisition avec la naissance du premier groupe d'épargne. En effet, un nombre croissant de familles qui arrivent alors au CIRE en cherchant un logement à louer se trouvent dans une impasse. Le nombre de logements sociaux est totalement insuffisant. À l'époque, 30 000 ménages bruxellois sont en attente d'un logement social. Ils sont 44 000 aujourd'hui. Et la situation est particulièrement grave pour ce qui concerne les grands logements. Quant au parc locatif privé, il est aussi très difficile d'accès. Appartements trop chers, en mauvais état, trop petits. Et en plus, les familles venant du CIRE, ils sont victimes de ce qu'on pourrait appeler une triple discrimination. Refus de louer aux étrangers, du racisme cash, aux familles nombreuses, ça pourrait faire trop de bruit, et aux personnes émargeant au CPS, et si elles ne payaient pas. Il est facile dans ces conditions d'imaginer combien, pour notre public, essentiellement des familles nombreuses, étrangères ou d'origine étrangère à petits revenus, c'est une vraie galère que de trouver à louer un logement décent et abordable. C'est alors que nous nous sommes rendus compte que devenir propriétaire pouvait réellement constituer une alternative. Ceci moyennant d'une part les prêts du fonds du logement et d'autre part le fait de pouvoir payer le montant de l'acompte lors de la signature du compromis. Et c'est pour tenter de répondre à cette difficulté que nous avons commencé à développer les groupes d'épargne collective et solidaire. Je ne vais pas m'étendre davantage ici sur ces groupes, mais c'est sans aucun doute ici que s'origine l'expérience et l'intérêt du CIRE, à la fois pour l'acquisition comme une piste parmi d'autres pour aider les familles à se loger, mais aussi et surtout pour quelques principes que nous approfondirons avec le temps: l'importance des dimensions collectives et solidaires des projets, l'épargne, un certain type d'accompagnement des ménages, la durée, la participation des familles et leur responsabilisation, quelque chose de l'ordre de l'éducation populaire. Voilà pour le premier zoom. Deuxième temps fort, sur cette ligne du temps, l'espoir. C'est pas bon? Non, on me fait un signe, voilà, merci. Deuxième temps fort sur cette ligne du temps, l'espoir. L'espoir, c'est un groupe d'épargne qui va déboucher sur un projet où 14 familles ont pu devenir propriétaires de leur logement à la Ruffin, à Molenbeek. Projet expérimental tout à fait novateur. Nous allons y travailler les dimensions collectives et communautaires bien plus que dans un groupe d'épargne classique. Et ceci tant avec les familles. Pendant 5 ans, elles vont s'impliquer à toutes les étapes de leur projet d'habitat groupé, qu'au niveau du partenariat avec la maison de quartier Bonne Vie, le fonds du logement bruxellois et le groupe des familles constitué elles-mêmes en association de fête. Dans ce projet, nous allons non seulement apprendre à nous connaître et à travailler ensemble, mais aussi et surtout le faire avec plaisir et fonder les bases de relations respectueuses et de confiance qui vont perdurer avec les années. C'est une véritable force. On retrouvera plus tard d'ailleurs cette double dimension comme une des lames de fond du projet CLTB,
Community Land Trust Bruxelles, à la fois philosophie du projet, finalité et méthode. Ceci dit, l'expérience de l'espoir n'a été possible que grâce à un important soutien financier des pouvoirs publics et elle n'est pas reproductible comme telle. Il faut donc imaginer quelque chose pour qu'elle le devienne, et ce quelque chose, ce sera le CLT, et ce d'autant plus qu'au même moment, les prix s'envolent à Bruxelles, les prix de l'immobilier s'envolent à Bruxelles. De plus en plus, même avec l'aide du Fonds du logement, même en participant à un groupe d'épargne, il devient quasiment impossible pour les familles à faible revenu, et surtout celles qui sont au CPS, d'acheter leur logement, de même qu'il leur devient impossible de louer, de trouver à louer aussi. Et donc, en 2008-2009, dans ce contexte, une vingtaine d'associations, dont le CIRE, vont tenter de transposer à Bruxelles le système du Community Land Trust qu'on vous a expliqué il y a quelques minutes. Nous sommes à ce moment forts de l'expérience des groupes d'épargne et de l'espoir, convaincus qu'il faut à la fois trouver une manière de diminuer structurellement le prix d'achat des logements pour les familles à faible revenu, lutter contre la spéculation et garantir que les logements soient pour toujours destinés à des familles à revenus modestes. Et nous souhaitons travailler à la fois avec les ménages, et pas pour eux, et avec les quartiers. Et c'est ainsi que le CIRE, la Maison de quartier Bonne Vie, Périphéria, Rénovassistance, Convivence, Salmon Livings Hopbo et bien d'autres vont créer en 2011 la SBL, plateforme CLTB, une plateforme associative mise en place pour vérifier les conditions de faisabilité d'un CLT à Bruxelles et pour tenter d'en mettre un en place. Alors à partir de 2012, les choses vont se précipiter. En 2012, le gouvernement bruxellois approuve la création d'un CLT régional et lui octroie des moyens financiers permettant de financer une équipe et de lancer les premiers projets expérimentaux avec les familles. C'est le projet Le Nid à Anderlecht, 7 familles, des locaux socioculturels et un jardin collectif à la rue Verheiden. Le projet Arc-en-Ciel, 32 ménages et un espace d'accueil pour seniors et enfants à Molenbeek. En 2013, le CLT se consolide, la SBL CLTB est instituée, le premier conseil d'administration tripartite est mis en place, le CLT est repris dans le nouveau code du logement bruxellois et intégré dans l'Alliance Habitat avec comme objectif le développement de 120 logements en 4 ans. 2014, un troisième projet CLT, 9 logements à Molenbeek, c'est le projet Marimont. D'autres projets sont en préparation ou à l'étude, mais surtout, les aspects juridiques, financiers et les modalités de travail s'affinent et se perfectionnent sans cesse grâce à la pratique. Dans le même temps, vous devez savoir que... Voilà, je passe sur tout ça. Voilà, je vais au-dessus. Dans le même temps, vous devez savoir qu'il n'y a pas qu'à Bruxelles, le CLT se développe aussi en Wallonie et en Flandre et on est en contact avec eux. Alors voilà, tous ensemble, le CLT c'est une mouvance très diversifiée. Et ça se traduit aussi dans sa structure tripartite, comme vous l'avez vu dans le dessin animé. Il s'agit là vraiment d'une nouvelle manière d'envisager les rapports entre les pouvoirs publics, les habitants et la société civile. Et je vous repasse vite ces 3 tiers parce que ça me paraît vraiment complètement fondamental. Alors il y a d'abord les habitants, des habitants qui participent à la fois à l'association et à l'élaboration des projets. Et puis il y a la société civile. La société civile, c'est les voisins, c'est des associations, c'est monsieur et madame tout le monde qui a envie de s'impliquer. Et il y a du monde aussi dans ce tiers, société civile, quartier. Et je vais vous citer, voilà, comme ça vous allez voir toutes les associations qui sont membres aujourd'hui du CLT, on est bien nombreux. Et puis il y a les pouvoirs publics, des représentants qui sont nommés par le gouvernement, chaque fois pour un mandat de 5 ans. Ces 3 tiers, c'est pas juste des mots. Ça se vit, ça se confronte, ça se prépare, c'est exigeant. Mais moi je trouve que c'est extraordinaire, cette volonté et cette capacité de construire ensemble, de croiser des points de vue et des enjeux parfois bien éloignés en venant de planètes qui d'habitude ne se rencontrent pas. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, quand on sait que beaucoup d'acquéreurs sont étrangers ou d'origine étrangère. C'est pas forcément les mêmes manières de parler, mais il y a la nécessité de trouver un langage commun. Pour moi, on a là une nouvelle manière, modeste mais réelle, de faire démocratie. C'est génial. Et c'est pareil au sein des projets, où il y a chaque fois des membres de l'équipe CLT, des partenaires associatifs, le Fonds du logement et les familles candidates acquéreuses. Alors, pourquoi il ne veut pas aller plus... Ah voilà. Pourquoi le CLT nous passionne tant au CIRE? Tout d'abord,
Les projets américains desquels nous nous sommes inspirés ont maintenant une trentaine d'années et leur évaluation largement positive nous donne vraiment envie de nous inscrire dans une démarche similaire. En effet, les CLT préservent effectivement sur la durée l'accessibilité des logements aux ménages à revenus modestes, ils évitent les crédits sinistrés et les expulsions, ils développent de l'économie sociale, des lieux de rencontre ou de création et apportent des plus au quartier. Et comme les subsides restent dans le logement lors de la revente, au bout de 30 ans, on a pu vérifier que les logements CLT coûtent 5 fois moins cher au pouvoir public que des logements hors CLT. Par ailleurs, ils aident réellement les ménages à sortir de la pauvreté et créent de la prospérité individuelle. Et ils soutiennent l'implication des habitants à plein d'égards, favorisant souvent leur évolution socio-professionnelle et développant leur estime de soi, individuelle et sociale. Ça marche, quoi. Et plus spécifiquement, puisque je parle du point de vue du CIRE, on est bien placé pour constater que parmi les familles à revenus modestes, celles qui sont étrangères ou d'origine étrangère ont encore plus de mal à trouver un logement. Mais le CLT ne concerne pas que les familles étrangères ou d'origine étrangère, me direz-vous, évidemment. Mais ce que nous observons, c'est que ce sont précisément ces familles qui accrochent le plus facilement à nos projets. Une capacité, une envie, une confiance à entrer dans le collectif et le communautaire, le besoin impérieux de pouvoir enfin se poser, faire son nid, s'enraciner, le désir de laisser quelque chose à leurs enfants, de leur faire un avenir plus sûr, quelque chose de l'ordre de la fierté ou de la dignité, du sentiment de responsabilité. Pour ces familles du CIRE, qui ont eu un parcours migratoire souvent si douloureux, construire avec elles une solution durable qui leur permette de s'ancrer chez nous, avec d'autres, et d'envisager l'avenir à Bruxelles avec confiance est le plus beau des projets. Et au service logement du CIRE, c'est notre raison d'être dans le CLT. Nous avons besoin de vous. Le CLT a besoin de vous pour continuer à se renforcer, se faire connaître, rassembler de plus en plus de membres. Nous sommes prêts à investir dans des soirées, dans des ciné-clubs, invitez-nous. Et puis vous trouverez dans votre farde, là au-dessus, à la pause, un petit flyer qui vous explique comment vous faire membre et nous soutenir. N'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut en haut. Merci. Et puis maintenant, un tout petit film. Il n'y a pas le petit film? Oh. Alors, je verrai la totalité du film. Voilà, je pense que vous avez un plaidoyer suffisamment vibrant et parlant. Comme on a pris du retard, je ne voudrais pas... Voilà, un beau projet que j'imagine que vous ne connaissiez pas. Alors, le 4e chantier, je vais appeler très vite à nous rejoindre Anne Batilly, Moïse Esso, Louis-Dor Capitaine, Nora Boujard et Sophie Muser. Donc ce 4e chantier, c'est quoi? Eh bien, c'est le soutien à l'émergence de l'organisation d'une parole qui fait peur côté francophone, celle des migrants, qui en ont marre d'être objets de discours et de politique. Alors ces migrants, ils se rassemblent pour débattre et porter collectivement une analyse, des propositions, des revendications. Donc je vous parle de CHER, le Forum des migrants, que nous avons modestement contribué à impulser, mais qui vit de sa vie en dehors du CIRE. Mais c'est un projet auquel on tient et auquel on va continuer à participer. Alors, ils vont vous faire une présentation originale. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter le passage dans le 3e âge du CIRE. C'est ainsi que CHER, que le forum d'associations issues de l'immigration a accepté de venir à l'invitation rendre hommage à son compagnon des premières heures.
En général, il y a trois regards. En général, il y a trois regards quand on parle de chair. En premier, on lève les yeux. On lève les yeux en soupirant. En deuxième lieu, on fronce les sourcils d'un air plein de soupçons. Et enfin, ou plus rarement, on écarquille les yeux d'un air très intéressé. Voici donc, en guise de mise en bouche, un petit éclairage sur cette vaste question qui, elle aussi, entre dans le troisième âge. Nous vous avons demandé de venir pour que vous nous expliquiez en quoi consiste CHER, Forum des migrants. Nous avons aussi invité un représentant du cabinet, un représentant institutionnel et un représentant représentatif d'une communauté étrangère laïque qui œuvre pour la diffusion de sa culture d'origine. Commençons. Oui. Petite précision. Ces représentants, comme aucun de ces représentants n'a pu se présenter aujourd'hui, je vais les représenter tous. Voilà. Le politique. Pardon, excusez-moi. Voilà. Pardon. Alors, avant toute chose, j'aimerais juste donner la liste du cabinet des mots que nous préférerions ne pas avoir à employer au cours de ce débat. Migrants, minorités et surtout forum des minorités, ethnicité, ethnique et communauté. Non, ce n'est pas de la censure, mais nous sommes en Belgique et il y a un contexte à prendre en compte. Merci. Société civile. Bon, très bien. Nous essaierons de faire de notre mieux. Donc, une première question pour vous. Dites-nous le plus simplement possible qui vous êtes. Le politique. Pardon. Par contre, nous parlons volontiers de vivre ensemble. L'assimilation, c'est plus vraiment à la mode. Laissons également de côté les histoires de multiculturalisme, très confus, ça aussi. Parlons plutôt de diversité, de cohésion sociale. Okay. En général, nous aimerions discuter avec vous de certains ismes. Communautarisme, racisme, mais aussi interculturalisme, oui. Sans oublier certains termes anciens, intégration, émancipation, formation, professionnalisation. Excusez-nous, mais au nom de certains de nos collègues, nous souhaiterions éviter le terme émancipation. Société civile. Bon. Vous avez compris, pas migrants, pas minorité, c'est à vous. Okay. Bon, pas migrants, pas minorité. Nous sommes alors un forum principalement constitué d'étrangers extra-communautaires, primo, deuxio, tertio et tutti arrivants. Et nous questionnons la solubilité des termes dans la violence des actes et nous luttons, n'est-ce pas, pour une visibilité humanisée. Bon, pour faire plus simple, nous sommes EECDTPA. C'est-à-dire étrangers, extra, communautaire, primo, deuxio, tertio, arrivant. Tu as quelque chose à ajouter?
Ben, t'as évité tous les termes. Pour le reste, je sais pas. Les autres ne sont pas tous là, ne sont pas encore là. Il est encore très tôt. Louis, Driss et Elodie bossent jusqu'à 6 heures. Arthur est encore en verse. Billy a une réunion avec le collectif Mémoire coloniale. Yvan colle des affiches et je n'ai plus du tout de nouvelles de Béatrice. Ok, c'est bon. Le politique. C'est parfait. Il faut justement un représentant des nouveaux migrants pour la semaine prochaine, en espérant bien sûr qu'il soit représentatif. Des nouveaux migrants. Migrants. C'est pas un nom interdit. Je croyais qu'il fallait éviter le mot migrant. Aussi. La société civile. Passons à la deuxième question. Probablement dans toutes les têtes, et qui est celle du communautarisme, puisque nous luttons tous contre le repli des communautés sur elles-mêmes. Ah, tout à fait. Communautarisme. D'ailleurs, nous-mêmes, nous pensons effectivement qu'en Belgique, le repli des communautés francophones et flamandes sur elles-mêmes est un facteur aggravant pour les populations plus vulnérables comme les étrangers, notamment. Et d'ailleurs aussi, nous pensons que nous sommes particulièrement inquiets du communautarisme européen qui s'exerce avec une violence effroyable aux frontières de l'Europe. Oui. Société civile. Mais ne pensez-vous pas que les vraies questions sont celles du travail, de l'égalité, de la redistribution, de la justice sociale? Bien sûr, et nous pensons aussi que la question de l'éducation, de la mémoire, du respect, de la dignité font partie des vraies réponses. Le politique, bien sûr, évidemment. Le retour volontaire doit se passer dans les conditions les plus dignes possibles. Représentant de la communauté étrangère neutre et laïque. Excusez-moi, je souhaite intervenir au nom du collectif que je représente. Nous sommes une communauté d'origine étrangère laïque qui œuvre pour la diffusion de sa culture d'origine. Nous questionnons l'existence d'un tel forum. Est-il démocratique? N'est-il pas manipulé par des mouvements qui œuvrent depuis l'étranger? Il prétend parler au nom des migrants, mais nous existons depuis bien plus longtemps. Société civile. Veuillez s'il vous plaît en venir au fait. Représentant de la communauté étrangère neutre et laïque. Très bien. Je remercie avant tout Monsieur le ministre pour son soutien. Est-ce que mon ticket de transport sera remboursé? La société civile. D'accord, c'est une belle initiative. Mais pouvez-vous vraiment travailler ensemble? Mais quoi, vous voulez dire, pouvons-nous vraiment travailler ensemble? Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, dans Cher, nous pensons qu'il n'existe pas de société sans récit et qu'en dessous d'un certain degré d'humanité, il n'y a que colère et violence. Beaucoup d'entre nous qui viennent de pays néo-colonisés le savent bien. Mais quelle est l'histoire du travailleur immigré, du mort dans la Méditerranée, du saisonnier exploité? Quel est le récit pour la victime des politiques migratoires? Les ressortissants des pays tiers, l'abuseur des systèmes, les sans-éducation, les sans-papiers. Comment comptons-nous construire un vivre ensemble avec des sans-rien? Mesdames et messieurs, Cher vous remercie pour votre attention.
Quelques minutes, je m'appelle Anne Batilly, je vais vous parler un petit peu plus de chair. Il faut absolument que je boive un verre d'eau. Vous l'avez entendu, Chair est un forum composé en majorité d'associations issues de l'immigration et d'individus militants sur ces questions migration. Et c'est un processus qui a commencé en 2010. Pourquoi avoir commencé par un sketch? Parce qu'en 20 minutes, quand Fred m'a demandé, il faut présenter, il faut parler de Chair, je me suis dit, mais comment on va pouvoir soulever toutes ces questions et notamment toutes ces suspicions que Chair soulève en 20 minutes, sinon que par l'humour. Quelles sont ces questions? Ces questions, elles sont soulevées aussi bien dans l'environnement auquel Chair a affaire, le politique, l'institutionnel, l'associatif, qu'à l'intérieur évidemment du processus. Donc d'abord c'est une série de suspicions autour de l'organisation issue de l'immigration. Que font-ils? Qui sait? Que disent-ils? Est-ce qu'ils disent quelque chose? Est-ce qu'ils font quelque chose? J'ai aussi entendu organisation issue de l'immigration, mais ça n'existe pas. Je ne dirais pas qui c'est. Bien sûr, les mêmes suspicions sont soulevées à l'intérieur du tissu associatif issu de l'immigration. Même chose, qui sont-ils? Pour qui travaillent-ils? Qui les finance? D'autre part, il y a une très forte ambivalence quand il s'agit de soutenir et d'entrer en dialogue avec ce type d'initiative, que ce soit ici ou ailleurs. Du point de vue politique, on peut parler des jeunes, on peut parler des femmes, toujours bienvenues, on peut parler des musulmans, on parle des Roms. Dès qu'on parle des catégories liées à la migration du type migrant, alors on rentre dans une certaine schizophrénie. D'un côté, on pressent et on sait bien qu'on a créé toutes ces catégories et que ces catégories ont elles-mêmes créé des réalités qui sont difficiles à vivre au quotidien pour les gens. De l'autre côté, il y a un vrai malaise à dire qu'on a créé ces catégories qui ont elles-mêmes créé ces réalités. Et on a encore beaucoup plus de malaise à reconnaître que des gens peuvent se regrouper sous cette identité totalement hybride qu'est migrant. D'où la difficulté de ces termes qu'on a vus dans le sketch, mais que j'ai entendu aussi avant, qui gênent en fait tout le monde, de tous les côtés. Je pense que toutes ces questions, que toute cette suspicion nous fait toucher un des cœurs de Chair, de pourquoi Chair. Et je vais parler là de mon expérience dans ce processus. 78% des Belges considèrent qu'il y a trop d'immigrants en Belgique. J'introduis une statistique parce que je n'ai pas de PowerPoint, comme vous avez vu, donc ça fait un peu plus scientifique. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord que c'est faux, parce que je viens d'inventer ça, mais c'est pas la question. Ça peut être 24, ça peut être 30. La question plutôt, c'est qui parle? À qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Et puis surtout, ce qui apparaît jamais quand on utilise ces statistiques, c'est toute la violence que ça génère. Alors moi, j'ai beau être française, européenne, diplômée, je travaille en anglais. Quand j'entends ce genre de statistiques, j'ai toujours l'impression qu'un jour, on va toquer à ma porte et qu'on va me dire « Madame, 68% des Belges pensent que vous êtes en trop sur le territoire ». Donc j'imagine que pour le primo-arrivant, pour le réfugié, cette violence doit être encore un petit peu plus brutale. Une des différences entre le tissu associatif national, je ne sais pas comment, moi-même je suis gênée par tous ces mots, et le tissu associatif issu de l'immigration, c'est peut-être justement ça. C'est peut-être que justement ces gens qui reviennent dans cette salle que nous prête le ciré, qui arrivent à 6h30, qui repartent à 9h ou plus tard, et qui reviennent, et ça fait 3 ans, 4 ans, que non seulement ils sont guidés par des principes, par des valeurs, ceux-là même qui nous rassemblent aujourd'hui tous pour cet anniversaire, mais qu'en plus, ils sont touchés intimement, de manière tellement pénible et douloureuse, touchés dans leur chair par toutes ces catégories, par toutes ces lois, par tout ce management de la migration. Et que ce quelque chose est suffisamment pénible, et ça se lit très bien dans la colère de ces gens, c'est palpable dans la pièce, mais ils le lisent aussi dans la colère de leurs enfants, dans la colère des jeunes générations, que tout ce quelque chose est suffisamment pénible pour qu'il y ait ce besoin de se ressaisir et de se saisir, de s'approprier ou de se réapproprier ces questions-là et d'en parler. Je vais dire en quelques points ce que Chair n'est pas et puis ce que Chair est. Alors, Chair,
n'est pas un forum représentatif des migrants en Belgique. Bien sûr, non. Cher ne prétend pas parler au nom de tous les migrants. Dans le long terme, ça serait super que Cher devienne un forum représentatif. Cher représente une parole dont on pense qu'elle n'est pas minoritaire. Mais au-delà de cette question-là, ce que je voudrais toucher un petit peu, c'est la volonté derrière cette idée de représentativité. De notre part, ce qu'on voit, c'est que la volonté de représentativité qui peut arriver de la part des institutions, de la part du politique, de la part de l'associatif aussi lui-même, derrière cela, il y a un grand préjugé, une grande méconnaissance des communautés étrangères, de pourquoi elles se rassemblent, de pourquoi elles veulent faire association, et puis évidemment de leur hétérogénéité. De l'autre côté, il y a un vrai danger, un danger de manipulation, et qui fait aussi que ce genre d'initiative est tellement difficile à mener sur le long terme, parce qu'il y a un moment, soit il y a des individus qui émergent et qui tout d'un coup se sont représentatifs, et de l'autre côté, il y a une manipulation de l'extérieur qui est, en fait, il nous faut un Marocain pour parler des affaires de la communauté marocaine. Cher n'est pas un forum de migrants. Je dis ça parce que pour semer un peu la zizanie quand même. Évidemment, nous ne sommes pas suffisamment naïfs pour penser qu'il y a quelque chose dans le monde qui existe et qui est le migrant. C'est un forum de migrants et ça s'appelle forum de migrants parce que évidemment nous voulons très clairement délimiter et expliquer les questions qui nous agitent et qui sont liées à migration, immigration, politique migratoire. Cher n'est pas un forum communautariste. Alors ça, cette question, effectivement, c'est toujours une dans les trois premières, mais le communautarisme. D'abord, Cher est constitué de plusieurs communautés, étrangères et belges, d'origine étrangère et d'origine belge. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'ethniciser les questions, évidemment. Par ailleurs, il s'agit de parler de certaines spécificités qui sont liées à la migration. Donc, il s'agit d'organisations issues de l'immigration qui se sentent dans un rôle totalement palliatif par rapport à ces questions-là et qui en ont assez de parler du pansement, qui voudraient parler du traitement. Et pour nous, pour Cher, les traitements, ça passe aussi par prendre en compte certaines spécificités. Et puis, comme vous l'avez compris dans le sketch, la question du communautarisme pour nous résonne aussi différemment. Cher n'est pas un forum de professionnels de la migration. Nous sommes des bénévoles, des militants. Il y a certains qui travaillent dans le secteur, mais c'est loin d'être la majorité. Nous ne sommes pas des juristes professionnels sur les questions migration-asile. Ce dont on parle, c'est d'une connaissance et d'une expérience de l'intérieur de la migration. Et peut-être une des différences, c'est que la migration ne nous apparaît pas de manière fragmentée, justement. Il y a entre le là-bas, l'accueil, ici, le plus tard, il y a tout à fait un lien qui se fait. Sixièmement, l'objectif principal de Cher n'est pas plus d'argent pour les associations issues de l'immigration. C'est important, il y a des politiques et peut-être nos financeurs dans la salle. C'est aussi très important parce que c'est une question très sensible et c'est aussi une question sensible à l'intérieur de Cher quand on a des nouveaux membres et quand on va voir les associations. Bon, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Parce que vraiment, on galère. Pour nous, la question de la reconnaissance, qui effectivement passe souvent par la question financière, est une question aussi politique. On l'envisage plus globalement dans la question du renforcement des capacités. Renforcement des capacités de l'associatif issu de l'immigration, renforcement des capacités de l'associatif national, belge, renforcement des capacités de la société en général, et dont un des objectifs, effectivement, c'est que les gens puissent développer leurs actions, développer leurs alliances dans les conditions les meilleures possibles. Ce qu'est Cher, je crois que j'ai déjà dit, Cher est un besoin, ce n'est pas la seule initiative, il y a eu d'autres initiatives en Belgique qui ont laissé des traces pas toujours agréables. C'est pas la première, j'espère que ça sera pas la dernière, mais il faut aussi dire que c'est pas la seule initiative en Europe. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent sur ces questions de manière un peu plus poussée, des organisations de migrants en ce moment en Europe, il y en a énormément. Il y a beaucoup de regroupements, il y a beaucoup d'actions
un peu partout, avec des objectifs plus ou moins radicalisés, qui s'occupent d'accès, qui s'occupent de morts dans la Méditerranée, qui s'occupent de détention, qui s'occupent de grève de la faim, etc. Donc, Cher, comme ces initiatives-là, d'ailleurs on est en lien avec certaines d'entre elles, répond à ce besoin qui est le même et qui est de se saisir de ça. Cher est un processus national. Bon, alors, premièrement, Cher est un processus, donc work in progress, comme le panneau l'indiquait. Deuxièmement, oui, Cher est un processus national, c'est-à-dire qu'il s'agit d'échanger avec des organisations en Flandre aussi. Il s'agit de voir quelle est l'expérience du Forum des minorités en Flandre. Il s'agit de voir quelle est l'évaluation des politiques d'intégration, comment cette autre communauté développe ses politiques, qu'en pensent les migrants du côté flamand. Donc, il n'y a pas de sens pour nous de dire que d'un côté la migration est un phénomène globalisé, mondialisé, et en même temps de nous restreindre à la localité. Cher est un processus militant. Je pense que vu le temps, je ne vais pas revenir là-dessus, je crois que vous avez bien compris. Mais peut-être de dire que Cher, en disant que Cher est un processus militant, c'est que Cher s'occupe des politiques de la migration, veut réfléchir, veut porter une parole sur ces politiques-là. Quatrièmement, Cher est un espace de réflexion. Il s'agit de réintroduire de la pensée. Il s'agit de réintroduire de la multiplicité dans cette pensée et de se l'approprier et de faire et refaire le tour de certaines questions. Et de bien sûr développer des actions à partir de cette réflexion. On a une assemblée fédérale qui regroupe une vingtaine d'organisations et puis on a des plateformes régionales. Cher, finalement, est le processus de développer une parole commune et des actions communes qui peuvent être portées par ses membres en alliance avec d'autres et à travers des actions. Les thématiques sur lesquelles on travaille sont les thématiques de l'accueil, de l'emploi, de l'éducation, de l'enseignement. Je pense que je suis arrivée au terme. Je pense que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est bien sûr parce que le CIRE soutient cette initiative depuis le début et y participe grandement. Mais je pense que c'est aussi pour vous retourner la question. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anne. Rien à rajouter, je pense que c'était très complet. Alors je vous invite vraiment, on a tout à fait explosé le temps, j'en suis désolée, je vous invite à chercher à en savoir plus sur Cher en rencontrant ses interlocuteurs. Il y a un petit flyer dans votre farde, il y a aussi un site, et puis si vous restez ce soir, vous pourrez aussi causer avec eux, danser avec eux, bref. Allez voir plus loin, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Alors, on va prendre notre temps de café maintenant. Le café est servi en haut et il y a aussi les présentations des services du CIRE en haut. Si vous n'avez pas le temps de les voir maintenant, vous les verrez tout à l'heure. Donc je vous invite à monter et alors en montant, à regarder les oiseaux migrateurs qui ont été faits pour nous par une classe de l'école de Saint-Luc. Ils sont en infographie et ils ont été sensibilisés aux questions des migrations et ils ont souhaité nous apporter un témoignage d'amitié pour nos 60 ans. Alors, il est 16h18, je vous propose de reprendre à 35. Vous voulez bien? Comme ça, on ne vous tiendra pas la jambe trop longtemps après.